34 civils tués dans les combats à Walikale et au Nord Kivu depuis le 20 octobre dernier. Ceci ressort du bilan dressé par les Nations Unies. La GECAMING sera bientôt relevée. La première ministre a rassuré la délégation syndicale de cette entreprise reçue en audience le jeudi soir à la primature. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle session d'information. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Au moins 34 civils tués à Walikale dans la province du Nord Kivu depuis le 20 octobre dernier dans des combats entre le M23 RDF et les FRDC et les Wazalendo. C'est le bilan dressé par les Nations Unies qui s'inquiètent tout de même de la montée des violences et de la dégradation des conditions de sécurité dans cette partie du pays. Rachel Adasaliwala nous fait le point. Selon des chiffres partagés par l'ONU, des affrontements armés dans les territoires de Walikale ont causé la mort d'au moins 34 civils et fait des centaines de blessés depuis le 20 octobre à ce jour. Ces violences ont également provoqué les déplacements de plus de 34 000 personnes, parmi lesquelles des hommes, des femmes et des enfants, ajoutent les sources locales citées par l'ONU. Le secteur de la santé n'est pas épargné. Dans la zone de santé des Pinga, l'hôpital général de référence, qui joue un rôle essentiel pour les soins d'urgence, souffre d'une grave pénurie des fournitures médicales essentielles, selon l'ONU. Les organisations humanitaires alertent également sur la fréquence croissante des attaques contre les sites des déplacés dans les zones de Goma, Nyiragongo et Masisi. Face à l'aggravation de la situation, les Nations Unies ont appelé les autorités congolaises à rétablir la sécurité autour des sites des déplacés pour garantir la protection des civils et assurer des conditions sûres pour les travailleurs humanitaires. Rendons-nous à la Chambre basse du Parlement où les députés nationaux ont prorogé pour la 85e fois l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, deux provinces en proie à l'insécurité depuis des années maintenant. C'est le vice-ministre de la Justice qui a présenté et défendu ce projet de loi. Pour le président de l'Assemblée nationale, les gens ne voient plus l'importance de l'état de siège. Rachel Adasaliwala revient. Sans débat, 316 élus nationaux ont voté pour la prorogation de l'état des sièges, 33 ont voté contre et 2 se sont abstenus. Le vice-ministre de la Justice Samuel Bemba, qui a présenté et défendu ce projet de loi, en a profité pour passer les messages de la première ministre sur l'état des sièges. Il s'agit notamment de l'instruction reçue du chef de l'État sur l'organisation sans tarder de l'évaluation de cet état des sièges par l'exécutif national. Réagissant à ce message, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, dit avoir informé les présidents de la République que les gens ne voient plus l'importance de l'état des sièges. Effectivement, qui s'interroge si les mesures d'assouplissement que le gouvernement a annoncées depuis près d'un mois, les gens ne voient plus l'importance de l'état des sièges et qu'il est bon que lui-même, en tant que commandant suprême, puisse recevoir nos amis qui vivent là-bas, qui étaient pendant les vacances parlementaires. Je parle des députés du Sud, Nord, Kivu et de l'Ituri. Ils ont des éléments à donner au président, à votre autorité, c'est-à-dire le président de la République, qui pourrait éclairer votre religion et aller dans le sens attendu par tout le monde. Il s'est noté que Vital Kamerhe a insisté sur le respect du statut social des députés nationaux qui seront associés à la mission gouvernementale dans ces deux provinces sous état des sièges. Lors de la plénière débat sur la prorogation de l'état de siège à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe a montré son indignation face à l'accueil accordé au ministre des Affaires étrangères du Rwanda, pays agresseur dans la ville martyre de Goma. Le président de l'Assemblée nationale a demandé au vice-ministre de la Justice de transmettre l'indignation de tous les élus nationaux à la première ministre. Regardez. J'allais dire à Madame la Première ministre toute notre indignation
de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma. Ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix. Nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois, quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda, et ils ne le font jamais, et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non, transmettez cela à madame la première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de madame la ministre d'État des Affaires étrangères pour mettre au parfum aussi les élus du peuple. On vous voit dans toutes les villes. Pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu, par exemple, à Mbujimayi ou à Matadi ou à Kenge? À Kenge, le dernier vice-président allait les accueillir là-bas et leur donner quelques secrets de nos ancêtres là-bas. Ou à Lissala, voilà, par exemple. À Kabinda Lomami ou à Lubao. Merci beaucoup. Quittons l'Assemblée nationale pour le Sénat où le calendrier de la session de septembre a été adopté. La Chambre fonctionnera normalement cette session. L'adoption de ce dernier est intervenue lors de la séance plénière du jeudi 7 novembre. Patrick Issot nous fait le point. Le Sénat change de régime. La Chambre haute du Parlement tournera maintenant avec tout son potentiel. La séance plénière du jeudi, conduite par son président Jean-Michel Sama Lukonde, a permis aux sénateurs d'examiner et d'adopter le calendrier des travaux de la session de septembre. Celui-ci a été préalablement examiné et adopté par la conférence des présidents la veille de cette plénière, a fait savoir Jean-Michel Sama. Ainsi, ce calendrier reste ouvert à toute éventuelle matière qui pourra être déposé, a souligné le président du Sénat dans son speech. À présent, nous allons procéder à son adoption. Veuillez le manifester. Qui adopte ce calendrier des travaux? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La majorité est pour. Le calendrier des travaux de la session ordinaire de septembre 2024 est adopté. Je vous informe que ce calendrier, comme nous l'avons dit tout à l'heure, reste ouvert et toute nouvelle matière pourra y être ajoutée au cours de la session. Autre point abordé, c'est l'examen et l'adoption du projet de loi portant prorogation de l'état de siège. Présenté par le vice-ministre à la Justice, cette matière a suscité autant de préoccupations de la part des sénateurs. Au finish, l'état de siège a été prorogé par un vote de 72 sénateurs sur les 75 présents. Autre titre, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, a tenu une séance de travail avec les membres de la commission économique et financière et contrôle budgétaire exercice 2025. Les réajustements de certaines dispositions au bénéfice de la ville-province de Kinshasa étaient au centre de leurs échanges. C'était le jeudi 7 novembre à Kinshasa, à Fermi Vita et Emeline Kambidur. Le gouverneur Daniel Bumba a plaidé auprès de députés nationaux pour le réajustement dans la loi des finances 2025. Le renforcement plus que nécessaire des finances de la ville de Kinshasa exige le retrait de la circulaire du 9 janvier 2021 du ministre des Finances qui dispense les sociétés immobilières de payer l'impôt sur les revenus locatifs, a-t-il fait savoir. Si l'autorité compétente à votre niveau, parlez au niveau, parlez, écoutez le gouvernement, le ministre des Finances, un mécanisme au niveau de régie puisse retenir 20% pour le province. Donc, c'est-à-dire que prochaine régie, les DGI, les GIRAD et les GDA, le 15 du mois, constitue une provision de 20% en titre de détention et versée directement au trésor. Le même au trésor de la province, ça pourra soit sous la GDA. La nécessité de retraiter la circulaire qui est demandée aux sociétés
il y a un coût immobilier et l'IREL, c'est quand même un des impôts phares de notre ville. Alors, beaucoup de sociétés se sont organisées pour ne pas payer l'IREL et payer carrément l'IPP et pendant la position. Et nous estimons que nous pouvons, l'IREL peut être payé et être déduit comme charge déductible au IPP et permettre à la ville d'avoir des revenus et permettre aux unions centrales d'avoir des revenus. Poursuivant son speech, Daniel Bumba a aussi épinglé l'aspect où les provinces devraient avoir la charge de la délivrance de plaques minéralogiques des véhicules. Le principe est simple, l'accessoire suit le principal. Si nous mobilisons l'impôt sur le véhicule, c'est tout à fait normal que l'immatriculation se retrouve aussi au niveau de province, parce que les routes, la voirie qui est imprimée au niveau de la province, c'est notre compétence et c'est nous qui devons faire face à cette réalité. Rappelons que cette séance de travail eut lieu le jeudi 7 novembre à Béatrice Hôtel. Et dans le reste des nouvelles, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu les lettres des créances de 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires nouvellement accrédités avec résidence en RDC. C'était le jeudi 7 novembre dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine à Fermi-Vita. C'est ce reportage. Cette cérémonie marque l'accréditation officielle des représentants diplomatiques de l'Arabie Saoudite, de l'Italie et de l'Éthiopie en RDC. Les 3 nouveaux ambassadeurs ont été acceptés par le président de la République. Il s'agit de Abdulaziz Mahomed du Royaume d'Arabie Saoudite, précédemment chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Ottawa au Canada. Sabato Franco de la République d'Italie, ancien premier conseiller commercial à Londres et directeur exécutif adjoint pour l'Italie à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, et de Mekouria Getachew de la République fédérale d'Éthiopie, ancien directeur général des ressources humaines au ministère des Affaires étrangères d'Éthiopie. Profitant de l'occasion, le président de la République les a encouragés à œuvrer pour le renforcement des relations bilatérales entre la RDC et leurs pays respectifs. Ces accréditations s'inscrivent dans la volonté de la RDC de consolider ses liens diplomatiques et de coopération internationale. Toujours à la présidence, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a reçu en audience l'ambassadrice de la Belgique en RDC, Roxane de Bilderding. Plusieurs sujets relevant des relations bilatérales entre les 2 pays ont été évoqués, parmi lesquels la question des investissements économiques. C'était à la Cité de l'Union africaine le jeudi 7 novembre. À Fermi-Vita revient. Parmi les sujets évoqués au cours de cet échange figure le projet sur les investissements économiques, particulièrement dans le domaine agricole. Nous avons aussi échangé sur les différents projets sur lesquels la Belgique est très fort investie ici. Il y a les investissements économiques. Je reviens par exemple, la semaine dernière, j'étais dans le sud du Bangui, où j'ai visité une plantation où on transforme des produits agricoles congolais localement, et il y a vocation à créer une zone économique spéciale, à développer le corridor qui mène jusque Douala pour exporter des produits congolais, mais aussi à travers le port d'Akoula, par le fleuve, à amener tous des produits vers Kinshasa. Donc nous sommes convaincus que ce genre d'intervention est vraiment très bénéfique pour avoir toute une série d'impacts pour la population. L'entretien entre le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi et la chef de la diplomatie belge en poste à Kinshasa a également tourné autour de la sécurité dans l'est de la RDC, avec un accent sur le processus de Luanda. Le Royaume de Belgique, à travers son agence de coopération bilatérale ENABEL, compte soutenir bon nombre de projets, notamment dont la formation technique de jeunes. Vous l'avez déjà entendu parler lui-même du climat des affaires. Je crois que le président a vraiment une volonté de changer les choses, d'améliorer le climat des affaires, parce que si les investisseurs qui sont là aujourd'hui en RDC constatent qu'il y a cette amélioration du climat des affaires, ils vont en inspirer beaucoup d'autres pour venir investir dans ce pays. On a aussi notre agence de coopération bilatérale, ENABEL, qui est présente pour tout le volet social. On voit des jeunes, par exemple, qui ont des formations techniques
Donc ils apprennent des métiers bien particuliers et quand ils sortent du secondaire avec ces formations techniques, ils reçoivent déjà un kit de démarrage. Donc vous avez des jeunes qui sortent, qui ont appris la miellerie et qui sortent avec un kit pour démarrer déjà dès la sortie de l'école leur ruche et leur production de miel qui rapportent bien du revenu à la famille. Signalons que les relations bilatérales entre Kinshasa et Bruxelles sont au beau fixe, un partenariat qui ne cesse de s'intensifier à travers de projets à impact visible. Et puisqu'on parle de diplomatie, la diaspora congolaise de Genève sera informée en temps réel des efforts du gouvernement dans les développements du pays. La question a fait l'objet de la rencontre entre la délégation congolaise au Conseil des droits de l'homme et une partie de Congolais. C'était le jeudi 7 novembre. Patrick Issou. Les membres de la délégation congolaise au Conseil des droits de l'homme à Genève ont échangé avec la diaspora congolaise. La plupart de ces Congolais travaillent dans les organisations internationales. Occasion pour le ministre de la Communication et Médias d'informer ces Congolais des avancées significatives enregistrées par le gouvernement dans le développement du pays. Même si on peut considérer qu'on a encore des défis à régler, mais nous avons fait d'énormes progrès. D'énormes progrès. Il y a la gratuité de l'enseignement, il y a une loi pour les personnes vivant avec handicap. Il est question de la mise en place d'une synergie qui permettra de répercuter l'information au sein de la communauté afin de comprendre la portée de celle-ci, a fait savoir un Congolais de la diaspora. Nous représentons justement la République démocratique du Congo, nous sommes des ambassadeurs de notre pays ici et chaque fois qu'il y a des rencontres ici, nous pouvons venir pour échanger avec ceux qui viennent du pays, afin de trouver des synergies pour que leurs paroles puissent être beaucoup plus entendues au sein de ces assises. La délégation s'est rendue à l'UNESCO où elle a eu droit aux explications sur le fonctionnement de cette agence des Nations Unies. Aider la RDC à améliorer son secteur d'éducation a constitué l'essentiel des discussions. On a discuté sur le grand défi mondial de l'éducation, surtout autour du curriculum, qui reste le grand priorité de notre institut, et de voir comment on peut aussi aider plus RDC à améliorer leur système éducatif, notamment aussi utiliser la langue maternelle et surtout peut-être les 4 langues nationales à RDC pour améliorer l'acquis éducatif dans leur système éducatif. La diplomatie agissante, c'est ce que le pays a besoin. Je l'ai annoncé au sommaire, la GECAMIN sortira bientôt de sa torpeur. Le gouvernement de la République s'y emploie depuis quelques mois. L'information a été portée à la connaissance de la délégation syndicale de cette entreprise par la Première ministre. C'était à l'issue de la séance de travail jeudi 7 novembre à la primature. Regardez. La GECAMIN, il en a été question dans cette séance de travail. Le président du syndicat de cette société a présenté les défis auxquels fait face la GECAMIN. Jean-Marie Moukalaya, devant la première ministre, évoquait aussi l'épineuse question des ressources minières dont la plupart cédaient aux partenaires. Les usines sont obsolètes, il faut de nouvelles usines performantes à l'image des entreprises que nous avons chinoises et autres. Ça c'est un. De deux, il faut aussi des minerais pour alimenter ces usines, parce que la plupart de nos remblais ont été cédés aux partenaires. La société partenaire, la GECAMIN maintenant, doit faire un effort pour certifier d'autres minerais et faire le travail. À la première ministre de rassurer ses interlocuteurs quant au redressement de la GECAMIN, fera savoir son président syndical. La réponse a été rassurante pour nous, c'est-à-dire elle a promis de faire de la GECAMIN comme avant, fleuron de notre économie, mais il faut le préalable. Ce sont les moyens financiers dont la GECAMIN dispose dans ses partenariats, mais la GECAMIN c'est une entreprise de l'État congolais, que l'État accepte qu'une partie de ses recettes puisse servir à renouveler les usines et faire des recherches pour avoir les minerais.
Le rôle des partenaires dans la renaissance de la Gécamine a également été évoqué. Cette audience représente ainsi une étape cruciale pour l'avenir de ce géant minier congolais. La volonté de Judith Soumino étant d'engager un dialogue constructif avec les syndicats, un signal positif pour les travailleurs de la Gécamine en attente des actions concrètes du gouvernement. En sport, devant des journalistes, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, affirme que son staff technique et ses poulains travaillent dans des bonnes conditions, ce qui est, selon lui, à la base des résultats escomptés obtenus par l'équipe nationale de football lors des éliminatoires de la CAN 2025. Par ailleurs, l'entraîneur des Léopards donne des raisons de la présence de son adjoint au sein du staff technique des Léopards. À prime suivait. Je vous confirme que les conditions de travail qui sont à la disposition de l'équipe A, que ça soit la logistique, que ça soit l'encadrement, font partie intégrante de la réussite actuelle de la sélection nationale, pourvu que ça dure. Mais en tout cas, on est dans des très bonnes conditions de travail parce que la fédération travaille dans ce sens-là et que le ministère et que le gouvernement soutient l'équipe nationale. Au niveau du CHAN, vous savez que ça doit faire à peu près, si je me trompe pas, un an et demi que le CHAN n'avait pas fait de regroupement. Peut-être un peu moins, je ne sais plus exactement, mais il y a ce match du Tchad qui est important. Vous savez qu'il y a la CHAN qui va dans le sens au mois de février, qui va être faite le mois de février, et que aujourd'hui le championnat local est reparti depuis l'année dernière. Il fonctionne bien. On a vu des matchs qui étaient très intéressants depuis le début de la saison, et il est du rôle on va dire, du sélectionneur DA de suivre cette génération-là, parce que on s'aperçoit qu'effectivement à terme des locaux pourraient revenir rejoindre les A. D'où ma présence ici avec eux pour regarder, pour bien connaître les joueurs. C'est rare d'avoir les joueurs entre les mains sur les séances d'entraînement, même si on n'est pas sur les séances, mais voilà, je ne sais pas si vous avez pu assister à l'opposition de mercredi. On aura une autre demain à 15h30 que le sélectionneur à Otis a organisé. C'est des bonnes opportunités pour nous. Après, en anticipation de ces joueurs qui devraient découvrir les principes de jeu, les méthodes de fonctionnement DA, il est aussi important de pouvoir travailler de concert avec le staff des locaux amené par Otis et Daouda. L'actualité au-delà de nos frontières pour terminer au Mozambique, des gaz lacrymogènes tirés le jeudi 7 novembre 2024 par la police ont interrompu des manifestations organisées par les dirigeants de l'opposition et leurs partisans. Le bilan de l'événement fait état de plusieurs arrestations à Fermivita. Alors qu'ils convergeaient vers la capitale Maputo, quadrillés par les forces de l'ordre, des centaines de partisans ont été pris dans des échauffourées par la police. Nous demandons à marcher. La police peut marcher avec nous. C'est une marche pacifique. Personne ici ne possède d'armes. Le chef de l'opposition, Vinicio Mondlane, qui est arrivé en deuxième position à l'élection présidentielle du 9 octobre avec 20% de voix, aurait fui le pays après que 2 de ses assistants aient été tués avant l'annonce des résultats. Il a toutefois appelé à une grande marche le jeudi 7 novembre contre les fraudes électorales. La police ne peut pas faire ça, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Nous marchons pacifiquement, nous ne sommes pas armés, nous ne vandalisons rien, mais la police est en train de tout gâcher. Les partis d'opposition, les groupes de la société civile et les observateurs occidentaux ont déclaré que l'élection était inéquitable et que les résultats avaient été modifiés. C'en est fini pour cette session d'information. À présent, place au rappel des grands titres. Au moins 34 civils tués dans les combats à Walikale au Nord Kivu depuis le 20 octobre dernier. Ceci ressort du bilan dressé par les Nations Unies. La Gécamine sera bientôt relevée. La première ministre a rassuré la délégation syndicale de cette entreprise reçue en audience le jeudi soir à la primature.
Ce journal est complètement terminé. Merci à vous tous de votre attention et avoir soutenu. Nous vous souhaitons un excellent début de week-end. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure.